Alors, comment se protéger quand on est éponge énergétique? C'est souvent une question qui m'est posée en consultation ou en atelier, particulièrement des femmes qui me disent « Oui, j'ai l'impression d'être éponge énergétique, que je capte, même inconsciemment, les émotions des autres et que ça vient m'affecter. » Alors, effectivement, déjà, oui, c'est une forme de réalité. Éponge énergétique ou éponge émotionnelle aussi, hein, ça va, enfin c'est un peu la même chose, on parle de la même chose. Et alors comment faire? Comment s'en prémunir? Alors dans cette vidéo, je vais pas vous raconter les mêmes choses que dans des vidéos qui parlent de ce phénomène et qui vont vous dire, ben voilà, faites telle pratique énergétique, imaginez une bulle de protection, etc., etc. Je dis pas que ça marche pas, je dis pas que c'est pas utile, si ça a une certaine utilité. Mais à mon sens, là, c'est travailler sur du symptomatique et c'est un petit peu comme s'il y avait quelque chose en vous qui générait une forme de plaie et vous dites « Ok, bah, je vais mettre des pansements ». Ah oui, on met des pansements, c'est vrai que sur le moment, le pansement protège, mais la plaie ne se referme pas et elle est régénérée tout le temps. Vous voyez, on ne traite pas vraiment la cause. Donc si vous le faites déjà, par exemple, imaginez une bulle énergétique de protection et que ça vous aide, franchement, continuez, faites-le, je vous encourage à ça. Mais là, je vais vous parler plutôt d'aller diminuer la cause à la source. Alors déjà, premièrement, on parle d'être une éponge énergétique, mais c'est pas quelque chose qui est complètement immuable. Vous voyez, comme je sais pas, la couleur des yeux, de la peau, voilà, là où c'est quand même très génétique et que, enfin voilà, ça va être compliqué d'aller contrer ça. Là, faut bien comprendre que effectivement, c'est un état d'être, c'est un phénomène qui se passe plus pour vous que pour une autre personne, mais c'est quelque chose déjà qui peut changer, qui peut se modifier. Cet état d'être éponge émotionnelle ou éponge énergétique, c'est quelque chose qui se met en place déjà dès la petite enfance. En fait, c'est quelque chose de la petite enfance qui a perduré malgré le fait que vous avez grandi. C'est-à-dire que l'enfant, quand il vient au monde, il est éponge émotionnelle, il est éponge énergétique. Et après, petit à petit, il y a des structures psychiques qui se mettent en place et qui font que ce phénomène diminue. Je dirais pas qu'il disparaît complètement, mais il diminue en tout cas très très fortement. Et chez les personnes qui sont éponges émotionnelles énergétiques, ce phénomène diminue forcément quand même un petit peu, mais pas suffisamment, ce qui pose des problèmes à l'âge adulte. C'est un petit peu comme s'il y avait un apprentissage qui s'était pas bien déroulé, une faculté de protection qui n'avait pas été suffisamment acquise. Alors au niveau de la cause, bah, c'est multicause et puis quelque chose en entraîne une autre, c'est une articulation en fait de causes. Bon, c'est pas forcément une seule et unique cause, mais là je vais vous parler quand même d'un embranchement de l'articulation de causes qui, selon moi et par rapport à ce que j'ai appris de mon expérience, emmène ce phénomène d'être éponge énergétique et d'être éponge émotionnelle. Et en comprenant cette articulation de cause, je vais vous donner également des éléments qui vont pouvoir vous aider à diminuer ce phénomène-là. Être un peu moins éponge, quoi, en gros. Alors, déjà, pourquoi le bébé, le petit enfant, est éponge émotionnelle? Et qu'est-ce qui fait que ça diminue? Finalement, quel est ce processus qui ne s'est pas déroulé complètement chez vous? L'enfant, quand il vient au monde, donc le nourrisson, il n'a pas conscience de lui-même. Il n'a pas conscience d'être un individu à part entière qui vit au milieu d'autres individus. Vous voyez, il n'y a pas d'altérité. Ça, c'est un point qui est vraiment important. Ça met à peu près un an et demi pour que l'enfant, petit à petit, il comprenne l'altérité, qu'il comprenne qu'il y a un autre que lui. Vous voyez ? Donc, je vais vous raconter une expérience qui a été menée et qui montre bien cet aspect-là. Donc, c'est un petit enfant, donc avant là, cet âge justement où l'enfant vraiment prend conscience de l'altérité. C'est avant ça, donc c'est un enfant qui est plutôt autour de 1 an. Et là, devant lui, 2 bols de nourriture, un bol avec des aliments qu'il aime, donc style chips ou gâteaux, enfin voilà, des choses qu'il aime bien. Et un autre bol avec des choses qu'il aime moins bien, genre des brocolis, enfin des trucs qui ont un petit peu moins
lequel il a moins d'appétence. Donc forcément, l'enfant va aller plutôt manger dans le bol où il y a les friandises et tout ça. Et puis il y a un adulte qui arrive et qui tend la main entre les deux bols. Donc pas plus d'un côté que de l'autre des bols. Donc l'enfant comprend que l'adulte veut quelque chose. Et l'enfant va lui donner évidemment ce que lui, il préfère le plus. Et donc dans l'expérience, il y a un adulte qui arrive et qui lui montre qu'il n'aime pas ce qui est contenu dans le bol avec les friandises, genre vraiment un truc de dégoût, et au contraire qu'il aime bien ce qui se passe dans le bol avec les brocolis et tout ça, quoi. Vraiment genre, enfin voilà, c'est bon. Faut savoir qu'à cet âge-là, quand même, le petit enfant, il reconnaît assez bien les émotions sur le visage et tout ça. Hein. Ensuite, l'adulte met la main comme ça, vraiment à égale distance entre les deux bols. Et l'enfant qui a vu ça, avant l'âge de 1 an et demi, va donner à l'adulte ce que lui, il aime, ce que l'enfant aime. C'est-à-dire que l'enfant a bien vu voilà, la différence, grimace, appréciation qu'a fait l'adulte en mangeant ce qu'il y avait dans les deux bols. Mais malgré tout, malgré que l'enfant ait vu plutôt le côté « c'est bon » du côté du bol avec les légumes, l'enfant va quand même lui donner ce qu'il y a dans le bol avec les petites gâteries. Ok ? Par contre, après 1 an et demi, l'enfant voyant ça, va donner à l'adulte les légumes et pas ce que l'enfant elle aime. Ça veut dire que il y a un stade là où l'enfant arrive à se dire ok, cette personne pense différemment de moi, elle est différente. C'est à ce moment-là que l'enfant vraiment arrive à comprendre la différence. L'autre n'est pas une sorte d'autre moi, c'est quelqu'un de différent. Et ce stade, bon, il se fait normalement chez tout le monde, ou quasiment tout le monde, mais il peut y avoir quand même des sortes de restes où l'autre n'est pas totalement envisagé comme un autre. Et où il y a une sorte d'identification à l'autre et même de confusion avec l'autre. D'ailleurs, c'est un petit peu pour ça explique un peu des fois quand on est mal, on est triste, quand on n'est pas bien comme ça, il y a un phénomène un petit peu régressif, on a tendance à revenir psychiquement à ce stade de notre vie. Et quand il y a des gens autour qui rigolent, enfin limite ça peut nous énerver, mais comment c'est possible? Comment on peut rire alors que moi je suis triste, alors que moi je suis si malheureux? Voilà. Et ça, il y a vraiment ce truc de là, cette différence, cette dissonance, il devient insupportable du fait de cette régression psychique qui est momentanée. Mais il y a des personnes chez qui là, il y a quelque chose au niveau psychique qui a pas bien maturé, pas bien fait la différence de l'autre et ce que ressent l'autre, ben c'est l'autre. Ça ne me concerne pas. En fait, il y a vraiment cette séparation et cette différence. Au conscient, c'est complètement fait. C'est-à-dire, si vous sentez éponge énergétique, vous voyez une autre personne, pour vous, c'est un autre. C'est pas une extension de vous-même. Je suis bien d'accord. Mais votre conscient n'est pas représentatif de l'ensemble de votre matériel psychique. Il représente votre conscient qu'une petite partie de cet ensemble de matériel psychique. Et dans cet ensemble de matériel psychique, il y a une partie de vous qui maintient un peu cette identification, cette confusion. L'autre est triste, je suis triste. Un peu comme si vous étiez l'autre. Vous voyez, il y a cette espèce d'intrication là, de lien. D'ailleurs, ça va être souvent les mêmes personnes qui ont des difficultés avec les décès, avec la mort aussi, avec la séparation, voilà, avec souvent des peurs d'abandon, de rejet. Ça va ensemble, quoi. Une difficulté de fait d'appréhender la distance, dans le sens où l'autre et moi, on est différents. Et cette différence me met mal à l'aise. En fait, il y a comme la volonté d'entretenir une illusion psychique que l'autre et moi, on est la même chose et quelque part, ça donne une sorte de sentiment de promiscuité avec l'autre qui n'est plus vraiment un autre, il est comme moi. Quelqu'un dont on dit « Ah ouais, cette personne, on a les mêmes envies, on aime les mêmes choses, on se sent proche de l'autre. » Il y a un sentiment de promiscuité. Et c'est comme un sentiment de promiscuité que peut avoir le petit nourrisson avec sa mère. Et quand on se sent différent de l'autre, on sent une sorte d'éloignement. Voyez ? Et le fait
voilà, maintenir cette confusion. L'autre n'est pas vraiment un autre, il y a quelque chose de similaire. Donc l'autre est triste, je suis triste, on est ensemble dans cette souffrance, donne ce sentiment de proximité, de promiscuité qui est recherché. Donc il y a ce côté un petit peu éponge avec le fait de se fondre, voire de disparaître parmi l'autre. L'autre est heureux, joyeux, je me laisse complètement contaminer par ça. L'autre est triste et malheureux, je me laisse complètement contaminer par ça. Quelque part, il y a une forme de non-reconnaissance de sa propre individualité, unique et différente de celle des autres, ou de celle en tout cas de l'autre en face. Et donc, pour résoudre ça, il faut travailler sur cette individuation. Pas individualisme, c'est quand même différent, on va avoir la notion un peu d'égoïsme. L'égoïsme, on est plutôt sur « je reconnais l'altérité, je reconnais que l'autre est différent, mais je m'en fous. Je me favorise sur l'autre. » C'est plutôt ça l'égoïsme. Là, on est plutôt sur un phénomène d'individuation, c'est que, voilà, c'est pas « je me favorise pas au détriment de l'autre », on n'est pas là-dessus, on est vraiment plutôt sur « je suis un autre aussi, je suis un individu également ». Et avec des états d'âme différents. Ce qui arrive à l'autre, ben j'ai de la peine pour l'autre, mais ça ne m'arrive pas à moi. Voyez, vraiment de maintenir un ancrage avec ce qui se passe pour vous dans votre vie. Évidemment qu'il y a des choses qui vous rendent triste, mais c'est des choses qui vous concernent vous et aussi qui concernent pas l'autre. Donc ce qui rend triste l'autre, qui concerne l'autre, ben c'est pas vous. Et voilà, d'accepter un petit peu ça, qu'à ce moment-là, ben il y a une différence quoi. Et puis on se confond pas. On peut accompagner l'autre dans sa souffrance, on peut avoir voilà de la bienveillance pour l'autre, mais on ne souffre pas avec l'autre. Et ça c'est douloureux. Ça peut être douloureux quand voilà, il s'est passé des choses dans la petite enfance. En tout cas, il y a des choses qui sont un peu mal passées, c'est vraiment la toute petite enfance, et que ce processus d'individualisation plus exactement, n'a pas totalement abouti. Et bien à l'âge adulte, on retrouve encore cette difficulté d'aboutissement de ce sentiment d'individualité, d'individu, d'être un individu vraiment à part entière. Et du coup, ce qui se passe, c'est que effectivement, psychiquement, dans le côté éponge, c'est comme s'il y a fait un peu des trous. Il y a comme un flou. Qui je suis? Qu'est-ce qui est moi? Qu'est-ce qui est pas moi? Et le psychisme, il est vraiment très puissant. Hein. Le matériel psychique, c'est quand même très mouvant. Autant sur le corps, on va pas visuellement, c'est différent, donc on va pas trop se confondre corporellement, mais psychiquement, c'est plus facile à maintenir un petit peu cette confusion. Et ça va être douloureux vraiment de se dire, non, en fait, moi je vis pas la même chose et j'ai de la peine pour l'autre, mais je ne suis pas l'autre. Ensuite, il y a un deuxième point qui est assez lié aussi, c'est un peu le besoin d'amour, le besoin d'être aimé. Si je souffre avec l'autre, il va s'attacher à moi, il va se sentir moins seul, il va se sentir soutenu, et ça fait du lien, et il va m'aimer. Voilà, il peut y avoir un apprentissage du lien dans la souffrance. Voilà, il peut y avoir eu, enfant, un apprentissage du lien, de faire du lien par le partage de la souffrance, par le fait de souffrir avec l'autre. Voyez ? Voilà, avec par exemple des parents qui souffrent, qui reprochent à l'enfant de ne pas souffrir, d'être joyeux à côté. Donc il y a quand même quelque chose qui est appris de ok, pour être aimé de l'autre, avec la personne qui souffre, je dois souffrir avec elle. Et après, il y a la projection de ça, du parent qui souffre dans toute personne qui souffre et le besoin d'être aimé par cette personne qui souffre. Vous voyez ? Je souris parce que ça paraît tellement irrationnel, mais pourtant, vous savez, comme le psychisme est vraiment irrationnel. Donc c'est difficile à déceler un petit peu tout seul, finalement. Ensuite, il y a une troisième composante également, dont je voulais parler, c'est si je mets en confusion l'autre et moi, que l'autre souffre, je souffre, finalement, on est tous les deux dans une espèce d'ensemble, moi, l'autre, c'est un ensemble unique, et je peux agir sur l'autre. Voyez ? C'est
C'est comme on crée quelque part une forme de pont et on peut agir sur l'autre. Et là, ça laisse complètement libre cours au syndrome du sauveur qui pense qu'il peut aider l'autre, mais dans l'idée que l'autre est une sorte d'autre soi. Et comme on sait qu'on peut agir sur soi, si on fait rentrer l'autre sur un ensemble moi-l'autre, et bien quelque part on devient capable d'agir sur l'autre. Alors pas forcément dans une espèce de contrôle de l'autre, mais un peu d'ouvrir un sentiment de pouvoir. Voilà, ça permet de contacter aussi un sentiment de pouvoir. Que quand on est sur une position où moi là à ce moment-là l'autre pleure, est démuni, etc. parce qu'il lui arrive quelque chose dans sa vie qui ne m'est pas arrivé, et du coup moi je peux avoir de la peine pour l'autre, effectivement, de la bienveillance pour l'autre, mais en tout cas moi je ne souffre pas de cette situation. Il peut y avoir quand même un sentiment d'impuissance, l'autre il souffre, etc. et voilà, je peux l'écouter, etc. mais j'y peux rien en fait, quelque part. Alors quand on établit là cette espèce de confusion psychique, ça se donne ce sentiment de pouvoir agir, de pouvoir faire quelque chose. Et c'est un moyen parfois un petit peu caché et dissimulé de nourrir un sentiment un peu de pouvoir, de puissance. Pas forcément ciblé sur l'autre individuellement, mais de pouvoir et de puissance en général sur son environnement extérieur. Si j'intègre mon environnement extérieur à moi, cet environnement extérieur, finalement c'est un peu moi, du coup j'ai du pouvoir sur cet environnement extérieur. Donc ça peut être aussi une sorte de mécanisme de protection comme ça. Et donc ça peut être très anxiogène de se dire l'autre est un autre et j'ai pas vraiment de pouvoir dessus finalement. Je peux essayer d'avoir une influence avec la bienveillance que j'ai sur l'autre ou avec le fait de me rendre utile, mais je peux pas contrôler les effets parce que je ne suis pas l'autre, c'est quelque chose de différent. Voilà. Et petit à petit, comprendre ça et être dans la pleine conscience quand justement vous êtes face à quelqu'un qui vous exprime sa souffrance et dire ok, qu'est-ce qui se passe réellement en moi au-delà de ça me fait de la peine, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe réellement en moi? Et avec les éclairages que je vous ai donnés, voilà, d'essayer de voir si ça vient pas toucher quelque chose en vous et de pouvoir le faire évoluer. Alors malgré tout, vous pourrez évoluer si vous prenez un petit peu à bras le corps tout ce que je vous dis là, mais c'est un peu difficile quand même. Et puis suivant à quel point c'est fort chez vous. Et c'est pour ça que je vous conseille d'aller plutôt en consultation, en analyse par rapport à ça, pour petit à petit, c'est ce que je fais en consultation, aider votre psychisme, aider votre inconscient à lâcher ce mécanisme de défense et à trouver une sécurité en vous qui fait qu'il n'y a plus besoin d'être dans ce côté captation, éponge, associé de votre extérieur à vous-même et finalement être dans cette confusion pour vous sentir bien, de trouver une sécurité et un bien-être dans cette altérité. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, que ça vous aura indiqué, ouvert certaines portes. J'espère que ça a été assez clair. C'est des phénomènes qui sont pas forcément faciles à expliquer et qui emmènent, à prendre, qui emmènent des notions un petit peu complexes et surtout pas très intuitives là comme ça. J'espère notamment que ça a été suffisamment clair pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà ce que ça vous a fait, les réflexions que ça vous a emmené, puis pourquoi pas les questionnements. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.